Évangélion. Donc je vous demanderai d'applaudir s'il vous plaît, oui. Bonsoir. Innovation, s'il vous plaît. Non, il fait jour encore, bonjour. Est-ce que vous allez bien? Est-ce Bon. que vous avez envie qu'on parle de Goldorak? Alors, je vais te laisser présenter nos invités qui vont prendre place les uns après les autres donc dans les jolis fauteuils prévus pour eux. Donc nous commençons par... Alors, nous avons la chance de recevoir aujourd'hui Florent Mallet, qui travaille comme coordinateur technique, pour être précis, chez Et Matériel, précisons-le, chez AB Productions, et qui s'occupe effectivement des masterisations des séries, et qui va aussi parler au nom de la chaîne Manga, puisqu'on devait avoir Pierre Flaquès, qui malheureusement ne peut venir, autant que le directeur de plateau des films de Goldorak, qui a eu aussi un petit souci. Ce sont des choses qui arrivent, on se doit de vous dire par honnêteté, mais ça n'empêchera pas que ça devrait bien se passer. Nous avons également donc Laurence Bréoré. Alors, installez-vous, vas-y. Alors, Laurence Bréoré qui est comédienne, donc qui fait du doublage, mais pas que, des séries aussi. Alors, c'est une voix célèbre, c'est ça, c'est la voix de... Alors, nous avons Misato, c'est la voix de Misato. Dans Évangélion. Tout à fait. Voilà. Ah oui, c'est pas rien quand même. C'est pas rien. Et nous avons une autre voix. Laurence Bréoré, ici présente également, qui a travaillé aussi sur Évangélion. Stéphanie Lafort, excusez-moi, la fatigue, il faut que je dise des conneries en plus. Il n'y a aucune lettre pareille. Hein. Stéphanie Lafort, on l'a refait, on n'a rien entendu. Voilà. Donc, qui fait la voix de Rey, toujours dans... Toujours Évangélion. Ah oui, quand même. Quand même. Et pour terminer, je ne sais pas si on peut dire qu'on garde le meilleur pour la fin, mais je crois que oui. Si nous sommes un peu ici tous présents, je crois que quelque part on doit beaucoup à celui qui est appelé dans la profession le père spirituel de l'animation japonaise en France, puisque nous avons l'extrême honneur de recevoir donc Jacques Anestrier, celui qui fait partie, parce qu'ils ont été 3 hommes en France à avoir apporté Goldorak. oui. Donc il y a eu Bruno René Huchez à l'époque, Guy Maxence, et également Françoise Raymond et monsieur Jacques Anestrier. Mais c'est surtout Jacques Anestrier qui a distribué la série finalement, le dessin animé que vous connaissez tous, mais également Candy et Albator. Maintenant, Goldorak, c'est une histoire compliquée. Je viens de vous résumer avec ceux qui l'ont apporté, mais on va rentrer dans les détails, parce que ça ne peut pas se résumer ainsi. Voilà, alors je pense que tous ces gens sont là pour répondre effectivement aux questions que vous pouvez avoir. On va peut-être laisser d'abord la parole à Jacques pour qu'il nous parle un petit peu de comment tout commence en fait. Exactement. Est-ce que vous pouvez nous dire donc comment Goldorak est arrivé en France? Voilà, la genèse un peu de tout ça. Goldorak, je crois qu'il faut parler assez fort, s'il vous plaît. Oui, Goldorak est arrivé en France en première diffusion en 78 sur la chaîne Antenne 2 qui venait de créer pour la première fois son magazine enfant qui s'appelait Récréateur. En même temps, la chaîne a activé le droit à une série que je leur avais proposée qui s'appelait Candy et Albator qui a suivi. Je sors plus près du micro, paraît-il. Alors, Goldorak, ça a été une aventure un petit peu exceptionnelle, parce que Antenne 2 venait de créer son service animation, et tout de suite, voyant Goldorak, ils ont été assez emballés, et ils l'ont pris immédiatement. Mais 6 mois plus tard, la direction avait changé, et plus personne ne voulait de Goldorak. Donc, on peut dire que Goldorak est un rescapé. Et jamais à l'époque, on aurait imaginé que 35 ans après, on en parlerait encore. Oui, donc c'est quand même des débuts difficiles mais extrêmement intéressants. N'hésitez pas, hein, si vous avez des questions, vous levez la main, on va venir vous voir. Il y en a une là-bas, tiens. Si tu peux, Charline, s'il te plaît. Donc c'est Bruno René Huchez qui a apporté le Goldorak en France. Oui, bien sûr, il est en train de lui transmettre la question. Ouais, non, je n'avais pas entendu la question.
pour faire l'historique de la chose, il est évident que je n'ai pas trouvé Goldorak comme ça. Je travaillais à l'époque avec un grand metteur en scène qui s'appelait Yves Serpi, qui était un grand metteur en scène de cinéma. Donc la femme était une grande actrice japonaise qui s'appelait Keiko Kishi. Très fort et très près du micro, ok. Et cette actrice japonaise, donc la famille Serpi, a eu l'idée, a voulu que nous produisions le premier dessin animé franco-japonais qui s'appelait Oum le Dauphin. Certains le connaissent bien et s'en rappellent. D'ailleurs, ceux qui aimaient le chocolat galade ont vu Oum le Dauphin pendant 10 ans sur le chocolat galade. Donc c'est à ce moment-là que Keiko Kishi m'a mis en rapport avec les productions japonaises. Et à la suite de ça, les différents producteurs japonais envoyaient la série, comme je le propose, aux chaînes françaises. Malheureusement, les chaînes françaises n'en voulaient pas. Jusqu'au jour où Antenne 2, après Récréa 2, il m'a demandé les programmes que je pouvais leur proposer. Alors, l'intervention de Bruno Huchet est la suivante, c'est que Acteurs d'animation, producteurs de la série, ne vendaient pas directement. Les Japonais passaient toujours par des sociétés commerciales comme Marubeni, Mitsubishi ou Mitsui pour vendre toute leur production. Et non, automatiquement, ils sont passés par Marubeni pour vendre Goldorak à la France. Bien entendu, et ensuite, moi j'ai signé avec la chaîne, et dans Marubeni, dont le directeur c'est M. Matsumoto. M. Matsumoto avait un assistant qui s'appelait Bruno Huchet. Voilà pourquoi on a confondu Bruno Huchet avec Goldorak. D'accord. Je vais apporter quand même un petit complément, parce que c'est vrai que le débat de Goldorak est infinissable sur les gens qui l'ont apporté, mais pour répondre à la question pour compléter, on va dire, ce qu'a dit M. Jacques Anestrier, cet amalgame, il vient aussi du fait qu'à l'époque, bon, de toute façon, ils ont été nombreux à voir ce qu'il y avait comme série au Japon. Bruno Huchet, comme tant d'autres, ont repéré effectivement l'Eldorado. Mais il y avait une réalité. La réalité était que, quand Goldorak a été découvert, Bruno Huchet, à cette époque, était jeune. Il n'avait pas encore la structure, la société IDDH, qu'il va créer par la suite. Et les Japonais, pour pouvoir, disons, mieux le contrôler à Paris, Jacques Anestrier ayant l'expérience et aussi une société de distribution, avait la structure pour pouvoir apporter Goldorak. Donc Bruno Huchet, en tant qu'intermédiaire pour la société Marubeni, a fait en sorte de mettre les Japonais en contact avec Jacques, ce qui n'empêche pas d'avoir vu des programmes comme Goldorak, Albator et d'autres, etc. Et encore une fois, j'insiste, comme d'autres personnes aller au Japon, mais Jacques, au final, a signé donc, le contrat de distribution de la série en France. Et d'ailleurs, je crois que Jacques ne me contredira pas, ils ont travaillé un peu main dans la main, il a été souvent votre bras droit sur pas mal de séries. Est-ce que je résume bien à peu près, Jacques, l'idée? Dites-moi si je me trompe, est-ce que c'est à peu près ça? Oui, tout ça est de l'histoire ancienne. Je vous parle d'un temps, comme on dit. Mais enfin, voilà l'histoire. Bruno Huchet, effectivement, avait été tout jeune à l'époque. J'avais déjà une quinzaine d'années de métier. Et voilà comment les choses sont enchaînées. Et je pense qu'après, séduit par ce métier, il a monté sa propre production. Voilà, donc on va continuer avec, effectivement, on a la genèse. Bon, comment ça se passe après pour les chaînes de télé? Donc moi je vais me tourner vers, j'ai perdu ton prénom, excuse-moi, Florent, qui est donc responsable pour la chaîne... Voilà, je vais la refaire parce que c'est dimanche, c'est 16h, c'est 17h, ça. Voilà. Donc comment ça se passe pour les diffusions en fait? Comment on décide de réserver un créneau à la fois à Goldorak ou à d'autres séries comme Evangelion? Qu'est-ce qui fait? Sur quoi on se base? Comment on juge le succès que ça peut avoir? C'est le fait que ce soit pas trop dépassé, c'est le fait que ça peut remarcher, etc. etc. Alors c'est un petit peu compliqué, mais en fait, ayant collaboré assez longtemps avec la chaîne Manga, ce que je peux expliquer, c'est que tout naturellement un programme nostalgique aussi fort que Goldorak avait toute sa place sur l'antenne de Manga.
tout le catalogue Club Do et la 5 à ses débuts. Au début, donc, David Cartoon, pour ceux qui l'ont connu, puis ensuite manga. Et bon, maintenant, il y a beaucoup plus de programmes nouveaux. Mais sur la chaîne, il y a néanmoins des programmes nostalgiques très forts qui ont toute leur place. Et le choix de Goldorak s'impose bien évidemment, tout comme les Oscar, Katsai, Dragon Ball Z, Senseiya, etc. Ces programmes-là sont toujours diffusés sur manga et continuent à être renouvelés par AB pour diffuser sur la chaîne. Mais ce sont des achats, certains, spécifiques à la chaîne. Ce qui est le cas de Goldorak qui était acheté pour manga et pour l'édition DVD principalement. Voilà. Et du coup, moi je vais me tourner maintenant vers nos charmantes comédiennes de doublage, je ne sais pas si on dit comme ça, parce que ça vous convient. Vous avez travaillé non pas sur Goldorak, mais sur Evangelion, donc qui est un peu, oui tu me contrediras s'il le faut, qui est un peu le prolongement des séries de mecha qu'on a pu connaître avec Goldorak. Qu'est-ce que ça fait d'arriver sur des séries comme ça où on fait le doublage qui est entre guillemets un job et qu'on se retrouve sur scène devant des gens, pardon, c'est pas moi, c'est pas nous, devant des gens qui ne voient pas forcément juste un comédien de doublage, mais qui idolâtrent quand même un peu des voix qui leur font plaisir, qui leur rappellent beaucoup de choses, qui leur évoquent beaucoup de choses, plus que juste un doublage, quoi. C'est très important, je pense que les gens sont là, ils connaissent votre voix, ils la connaissent très très bien, on a vu les dédicaces de doublage marchent très bien. C'est quand même très particulier le doublage de dessins animés, surtout sur le manga, parce qu'il y a beaucoup de fans. Donc voilà, qu'est-ce que ça fait d'avoir cette vision-là en fait? Bonjour, je m'appelle Laurence Bréheret, je suis comédienne et Evangelion était un de mes premiers doublages. Par la suite, après j'ai fait des Miyazaki, choses comme ça, en doublage de dessins animés. Et Evangelion, le rôle de Misato a été le premier doublage que j'ai fait en tant que comédienne sur un dessin animé. Moi je suis ravie de voir des gens qui s'intéressent à nous, enfin, au travail qu'on fait en doublage, parce que c'est vrai que c'est un travail qu'on fait dans un studio, c'est un travail de l'ombre, c'est un travail qui se fait à la fin des dessins animés. Enfin, il y a juste des noms génériques, mais c'est vrai qu'on est vraiment toute voix là pour En fait, la question réelle, c'est quoi le rapport entre... La vraie question, c'est que sur le doublage de dessin animé, c'est quand même très particulier parce qu'on a des conventions où les gens viennent vous rencontrer. Ce n'est pas le cas sur forcément tous les types de doublage. Voilà, donc on ne se retrouve pas toujours en face des fans hors les conventions qu'on peut avoir sur le manga ou sur les dessins animés. Est-ce que, je suppose que ça fait plaisir, mais du coup, est-ce que on n'aborde pas le doublage de manière différente? Est-ce qu'on n'apprend pas un peu à dire voilà, je suis une voix, mais comment ils vont m'accueillir peut-être? Non, enfin, appréhender, non, pas du tout. Au contraire, si vous êtes là, c'est que vous aimez, je pense, le travail qu'on fait, enfin, j'espère. Après, voilà, nous, on fait, en doublage, on est quand même très cadré, c'est-à-dire qu'on fait en gros ce que font les Japonais, en tout cas pour les mangas, et d'autres films aussi, parce que je suis aussi la voix, par exemple, d'Helena Bonham Carter pour tous ces films de Tim Burton. Et là c'est pareil, on a des cadres. Quand on fait un doublage, on est dans un cadre. Est-ce que vous m'entendez? Ouais? Ouais? Quand on fait un doublage, on est dans un cadre. C'est-à-dire qu'on fait exactement ce que fait la comédienne en japonais ou en anglais. Voilà. Donc on n'est pas libre de faire n'importe quoi. On est obligé de suivre ça. Donc voilà, moi je suis ravie que vous soyez là, je suis ravie qu'il y ait des fans, je suis ravie qu'il y ait des gens qui aiment le travail qu'on fait, c'est important, parce que c'est pour vous qu'on le fait. Et j'espère qu'on le fait bien. Et voilà, après... Vous le faites très bien, il n'y a pas... J'ai eu l'occasion de faire d'autres conventions aussi, de rencontrer d'autres fans sur Harry Potter, par exemple, voilà, ou sur d'autres choses comme ça, mais c'est vrai que c'est important que... Parce qu'on n'est pas que des voix, on est aussi des comédiens, on ne fait pas que de la voix. D'abord, moi je suis une comédienne de théâtre, de télévision, de cinéma. La voix, c'est un de mes métiers, mais on est d'abord comédien. On ne peut pas faire de la voix comme ça, parce qu'il faut être capable de se glisser dans les émotions, d'être capable de rire, de pleurer, de se mettre en colère, voilà, de jouer toutes les palettes d'un comédien. Je vais laisser la parole à mon amie peut-être Stéphanie Laforgue. Tout à fait. Rui, tu as le micro ici, c'est parfait. Bonjour. Alors,
particulièrement, je double donc Rey. Comme vient de le dire Laurence, le doublage est donc une toute petite, infime partie de ce que fait le comédien dans tout l'éventail possible entre le cinéma, l'image, la radio, la publicité, le théâtre. Les dessins animés, c'est toujours quelque chose d'extraordinaire parce qu'il y a une création d'un personnage qui est déjà, en l'occurrence, doublé par les Japonais ou par les Anglais souvent. Mais il arrive aussi parfois que le personnage n'ait pas de voix et qu'on soit amené à créer le personnage, à lui donner ses petites couleurs, ses petits accents, son énergie particulière. Et Rey est un mystère que j'ai eu plaisir à alimenter. Et bien sûr que je suis heureuse de constater que les gens sont fans, sont intéressés et se présentent et sont là parce qu'ils sont curieux et parce qu'ils aiment et parce qu'ils sont en éveil. Et ça, c'est super. Voilà. Voilà, donc sur Paranormal, on a eu beaucoup de doubleurs, donc c'est vrai que les gens sont très réceptifs au doublage français. Tu veux ajouter quelque chose? Oui, je voudrais ajouter quelque chose par rapport au doublage. Et les équipes actuelles chez AB, justement, sont très attentives à la partie doublage. Et récemment encore, on a travaillé avec nos amis de la Toei sur les films de Mazinger, et dont le fameux pilote de Goldorak, qui fait partie de ces 7 films de Mazinger. Et on a pris un soin tout particulier, on voulait un doublage type vintage. Et on a demandé aux comédiens, aux directeurs de plateau, c'était le studio de Belleville, et on a demandé au studio de Belleville, on a été très embêtants avec eux, mais ils ont compris qu'on voulait absolument que les comédiens doublent presque comme si ça avait été fait à l'époque. Et c'est très difficile, justement, de trouver des voix qui ne sont pas forcément des voix qui vont raccorder. Donc de créer un nouvel univers sur un programme qui date des années 70. Et ça, en termes de doublage, ça a été très difficile de doubler des films de Mazinger comme ça des décennies après, sachant qu'il y avait Goldorak avec cette VF emblématique. Et de recréer un nouvel univers tout en collant à une œuvre qui est ancienne. Au studio de Belleville, ils sont particulièrement forts. Donc je pense que vous avez dû avoir ce que vous vouliez. Voilà, ils sont très forts. On a demandé un doublage vintage, on a demandé un traitement des voix vintage et un mixage vintage. Parce qu'on a aussi recréé toute la version internationale qui, pour certains des films, n'existait pas. Je précise pour ceux qui ne connaissent pas le terme, la version internationale, c'est la musique, les ambiances, les effets. Mais pour certains des films de Mazinger, on a dû recréer les ambiances et les effets qui n'existaient pas pour pouvoir le doubler. Et ça, c'est pareil, ça a demandé tout un travail de préparation. Et les comédiens ont été formidables, ils ont été à la hauteur, ils nous ont fait une VF géniale. Voilà. Donc déjà, vos métiers sont formidables parce que vous savez vous adapter à ça. Aux demandes du client, pour le coup, qui était très exigeant, et un programme comme Goldorak est dans la tête de tellement de fans et de nostalgiques, qu'ils soient fans d'animation japonaise ou pas d'ailleurs, et c'est là toute la difficulté. Et donc sur des séries comme Evangelion ou autres, qui sont si spécifiques pour un univers si particulier, vous avez réussi à rentrer dans cet univers-là et à créer une version française. Une version française, je voudrais un petit peu nuancer vos propos. Une version française, c'est savoir créer un univers dans une nouvelle langue, sans trahir l'œuvre. Il faut créer cet univers-là. Vous créez quelque chose de nouveau, qui va nous transporter à en dessin animé, on a, par rapport à ce que je disais tout à l'heure, on a un peu plus de liberté que quand on double, quand je double Elena Bella Carter ou Tita Swinton, là où je suis vraiment dans les pas de la comédienne. En dessin animé, on a un tout petit peu plus de possibilités de créer le personnage, mais on ne peut pas ne plus faire n'importe quoi. On est obligé quand même d'être dans la... Et d'ailleurs, les fans d'animation japonaise ont souvent le reproche aux éditeurs français, aux distributeurs français et aux diffuseurs surtout. Parce que celui qui est roi, c'est le diffuseur. Donc quand il y a un diffuseur d'une chaîne de TNT ou un diffuseur qui est très strict et qui demande d'édulcorer le programme par exemple, il est très difficile pour l'éditeur ou le distributeur de ne pas plier devant ces motifs-là. Donc il faut souvent parfois aller batailler pour essayer d'imposer
qu'on respecte l'œuvre. Mais sachant qu'une version française, on ne singe pas la VO, on crée un univers parallèle. On peut coller à l'œuvre, on peut la respecter. Et les mangas, c'est vraiment particulier. Voilà. L'univers du manga, c'est vraiment... Il faut vraiment aller vers eux. Pendant tant d'années, il y a eu des doublages de séries d'animation type Saint Seiya, Ken, Dragon Ball, pour les plus célèbres d'entre eux, où la VO n'était même pas écoutée, c'était des scripts anglais faits au Japon. Je vais utiliser un terme un peu trivial, un peu à l'arrache, on va dire. Les textes étaient criblés de fautes. Les adaptateurs de la version française, ils se partageaient les textes d'un épisode à l'autre. Il n'y avait pas forcément de ligne de doublage. Tout ça a été fait très rapidement. Il fallait livrer les épisodes très vite. Ils étaient diffusés. Il y avait toutes les contingences techniques derrière du diffuseur. C'est vrai. Particulièrement, moi, j'avoue qu'il y a des moments où je ne comprenais pas forcément ce qui se passait. Parce que c'est un univers quand même qui ne nous est pas forcément proche au départ. Et des fois, on a un peu de mal à se mettre dans cet univers du manga. Voilà. Et malgré tout le soin que vous pouvez apporter dans votre jeu, dans votre doublage, même il y a un terme aussi qu'il faut connaître, c'est les retakes. Le nombre de fois qu'on peut embêter les comédiens, entre guillemets. Un retake, c'est revenir une autre fois, faire quelque chose qu'on a raté, qui n'a pas été compris, un changement, des mots ont été changés. Voilà. On vient faire un retake, on refait une phrase, on refait... Donc on reconvoque toute ou partie des comédiens pour faire des rectifications, soit de sens, de texte, ou parce que l'intonation n'a pas plu, qu'il y avait des problèmes d'acoustique, parce que ça ne correspond pas à cette scène-là, à ce moment-là. Et après, le client ou l'éditeur dit, non, moi je l'aurais préféré, je l'aurais vu comme ça. Et après, le comédien dit, non, on ne le refera pas, parce que, effectivement, là, c'est ce qu'il fallait faire. Et donc, il faut être à l'écoute. C'est le plus important, c'est d'être à l'écoute du doubleur, des comédiens, du directeur de plateau, et de ne pas faire, d'avoir un objectif psychorigide, surtout. C'est de vous écouter vous. Le comédien n'est jamais psychorigide. Voilà, c'est votre métier, et nous on est là pour vous écouter aussi. Voilà, ça c'est très important. Alors, Florent, pour compléter vos propos, si vous permettez, il me semble quand même nécessaire d'apporter aussi une réponse à ceux qui ont l'habitude. Tu disais justement que vous avez voulu faire un doublage dans l'esprit vintage. Pour compléter ce que tu dis, je tiens à préciser aussi qu'il y a une réalité qui ne plaît pas à tout le monde, mais qu'on doit admettre, c'est que les fans purs et durs de Goldorak, puisqu'on sait que les films ressortent, auraient préféré avoir la voix du regretté Daniel Gall pour Actarus, etc. Malheureusement, tous les comédiens de Goldorak, excepté 3 personnes, n'oublions pas, on est plus de 35 ans plus tard, il faut se garder en tête, sont tous décédés. À l'exception de la voix de Phénicia, de Paul Emmanuel donc, qui faisait Minas, donc Catherine Lafont pour Phénicia et Pierre Guillermo pour Alcor. Donc ce sont les 3 seuls comédiens à ce jour, peut-être Pierre Fromont pour Antares ou Argoli, je ne sais plus très bien. Donc on ne peut pas aller très loin non plus avec ça. La problématique là aussi, je crois que de toute façon c'était une évidence. Pour être clair là-dessus, difficilement autrement. Les versions françaises aujourd'hui, ça c'est une chose que vous devez savoir impérativement, c'est que les éditeurs japonais, les distributeurs japonais, je prends l'exemple de la Toei, voilà. Ils sont extrêmement à l'écoute, ils sont très pointus, ils sont même presque plus pointus que nous, mais c'est du 50-50. C'est-à-dire qu'à un moment donné, c'est collégial, on va trancher, on va trouver des solutions techniques, éditoriales, et au final, c'est vrai que la maison mère au Japon a un droit de regard sur le mixage final, sur le casting, etc. Donc ils vont contrôler les essais. Au jour d'aujourd'hui, on ne peut pas aller forcément reprendre des anciens comédiens de doublage, non pas parce qu'on les boude ou qu'on ne veut pas d'eux, c'est tout simplement qu'ils ont parfois un certain âge, ils ne peuvent pas rester des heures debout à enregistrer au micro, venir faire des retakes, etc. On a des comédiens de doublage qui sont extrêmement connus, comme Roger Carrel par exemple. Roger Carrel, maintenant... Roger Carrel a fait une exception par amitié pour Alexandre Astier au niveau du film d'Astérix, mais ça reste une exception. Il y a des exceptions censées être à la Parce que pour prendre l'exemple de Roger Carrel, qui est un monsieur absolument délicieux, il est formidable, Roger Carrel, d'humilité, de gentillesse. Mais avec toute sa gentillesse, il ne peut pas venir doubler toutes nos anciennes voix. C'est des personnes qui ont un âge, c'est pas possible. On ne peut pas leur demander ça, c'est trop fatigant. Par contre, Florent, il me semble nécessaire, là je vais quand même dans le sens des fans, tant que tu es là, on va te poser la question directement, si c'est possible de ne pas avoir de langue de bois là-dessus. Il est vrai que les comédiens ne sont plus présents aujourd'hui. Maintenant, il y a une question qui nous est revenue très souvent,
c'est vrai, mais il y avait un doublage aussi qui avait été fait de Goldorak, des films, même si vous avez proposé des inédits, qui existaient déjà avec les voix originales. Pourquoi AB Productions ne reprend pas ce doublage qui a été fait, ça pour les versions vidéo de Goldorak? Alors je ne peux pas répondre là-dessus, je ne sais pas si c'est histoire de droit, mais je peux répondre là. Voilà. Franchement, en toute honnêteté, et pour ceux qui me connaissent, depuis un grand nombre d'années, je me suis bataillé pour qu'on mette les bonnes VF, qu'on mette les versions non censurées, complètes, etc. C'est que parfois, le matériel, tout simplement, le matériel n'existe plus, n'est plus en état, ou tout simplement pour des questions de droit, on n'y a pas accès. C'est-à-dire que rien que quand on passe un coup de fil pour avoir le matériel, on a affaire à des gens qui, à l'autre bout du fil, ne comprennent même pas ce qu'on leur demande. C'est ça. Alors aussi souvent, il y a un problème physique au niveau du matériel sur des anciens doublages. Je vais prendre un exemple tout simple. Il y a une série d'animation japonaise, moi j'adorerais qu'elle ressorte. C'est Madame Pepperpot par exemple. C'est tout mignon, c'est tout... Voilà. Ça paye pas de mine Madame Pepperpot. Le jour d'aujourd'hui, celui qui veut sortir ce programme-là, elle est où la VF? Elle est paumée dans un lago, quelque part, dans les méandres de l'oubli. Et ça, c'est un vrai problème. C'est le problème que je rencontre tous les jours. Donc on peut désirer, au plus profond de soi, de ressortir certaines VF qui sont paumées. Il y a des séries sur lesquelles j'ai travaillé au niveau de la remasterisation, parce que c'est mon métier de faire la coordination de tout ça. Il y a des séries qu'on a rediffusées sur manga, je pense notamment à Katsai par exemple. Il y a des séries comme ça où les bobines VF, les originaux, on ne les a pas, on fait avec des copies. Et parfois les VF sont très abîmés. Il y a des épisodes, j'ai repiqué les sons pour certaines séquences sur des VHS. On a nettoyé et on a raccordé le son des séquences qu'on a réinséré dans le programme. Donc il faut se rendre compte parfois sur quel matériel on se base pour sauver un doublage, pour sauver cette nostalgie que vous aimez tant. Mais parfois, il y a des œuvres, je vous réponds vraiment directement là-dessus, les anciens doublages de certains films de Mazinger et de Goldo, ce matériel-là, même la Toei n'y a pas accès. On leur a demandé. Bien évidemment, c'est tout naturellement. J'ai passé les coups de fil, on en a discuté, c'est collégial, on a passé les coups de fil. Ce matériel n'est même pas disponible, on ne sait pas où il se trouve. Alors, je ne sais pas forcément, et parfois les anciens distributeurs ne donnent pas accès à ce matériel. Justement, Florent, on va essayer de recentrer un petit peu sur les... Je préfère être précis, tu as entièrement raison. Vous l'aurez compris, en résumé, de temps à autre, c'est aussi grâce à vous, sincèrement. Ça peut paraître hallucinant. On ne peut pas non plus jeter tout le temps la pierre à AB. Vous savez, c'est une grosse structure qui a eu énormément de séries. Après, libre à chacun sur ce débat. Il faut dire, mais c'est vrai que de temps en temps, mais pas que chez AB, chez IDP ou chez d'autres éditeurs, il arrive que parfois, vous-même, ayant enregistré des épisodes, fut une époque, parce que parfois il y a des problèmes de conservation de matériel, d'humidité, un tas de choses, des histoires de droit, ça passe d'un studio à un autre, etc. Des fois, il y a un épisode par-ci qui se perd. Et c'est parfois grâce à des gens comme vous que des séries ont pu être restaurées. Et on tient à vous remercier parce que, mine de rien, est-ce que je vais jusqu'à dire parfois vous faites des meilleurs archivistes? Je ne sais pas, mais heureusement vous êtes là également. Et c'est ensemble qu'on peut réussir à faire de la qualité. Mais il faut chacun y mettre du sien. Je veux juste préciser une dernière chose, c'est que on se bataille assez en interne avec les équipes d'AB, parce que bon, les anciens chez AB ils sont plus nombreux. Il y a notamment Pierre Faviès de la chaîne Manga qui fait partie de ceux qui se bataillent avec moi pour restaurer les programmes dans les versions les meilleures possibles. Mais il faut savoir que toutes ces séries que vous aimez, le matériel il a vieilli, il est passé de main en main, il n'est pas forcément dans des très bons états de conservation. Et quand on a restauré Goldorak, on a passé des dizaines et des dizaines d'heures d'auditorium, ne serait-ce que pour numériser les bobines, les nettoyer, les mettre en état. Et le gros problème, c'est d'harmoniser, d'homogénéiser, j'aime bien ce terme-là, d'un épisode à l'autre. Sinon, vous auriez un son, mais impensable. Les sources d'origine sont dans un état extrêmement... On va justement passer la parole à Jacques Anestré pour recentrer tout ça. Nous avons compris que vous avez fait un beau travail, même parfois meilleur que les japonaises sur la masterisation. Il faut quand même être bon joueur et le reconnaître sur les DVD de Goldorak. Sur Goldorak, on a retraité l'image en plus que les masters DVD japonais. Et on a retraité le son VO qui, lui, n'était pas. Et on comprendra qu'il y aura toujours des irréductibles qui préfèrent la VO, mais vous avez quand même agrémenté certains bonus. Jacques Anestré, vous avez bien connu justement la période de la vidéo dans les années 80, et surtout vous avez connu des barrages d'un autre genre. Alors, je voudrais revenir là-dessus. On ne va pas parler d'ailleurs que de Goldorak, parce qu'on pourrait faire des heures et des heures ici, et le temps nous manque.
Mais que ce soit Goldorak ou même Candy, ça peut surprendre des gens, voire Albator, disons-le franchement, à l'époque, vous, comme tant d'autres, comme Jean Chalopin, quand il a fait des coproductions japonaises et bien d'autres, vous étiez un petit peu, si je puis me permettre, considérés limite comme des extraterrestres. On ne comprenait pas bien ce marché japonais. Vous avez eu des frontières. Goldorak, c'est pas arrivé comme ça parce que Jacqueline Joubert a décidé de placer Goldorak. Je crois même qu'elle y était opposée, pardon franchement. Quelles frontières avez-vous connues? Et aujourd'hui, avec le recul, qu'en pensez-vous? Oui, comme je l'ai dit tout à l'heure, considération technique, j'ai été producteur, et comme je l'ai dit tout à l'heure, effectivement, Goldorak est un rescapé, car quand Jacqueline Joubert est arrivée à la chaîne, il y avait un changement de direction. Et Jacqueline Joubert, j'avais déjà vendu la chaîne, j'avais déjà vendu 50 épisodes de Goldorak à la chaîne, 6 mois auparavant, et la nouvelle nommée, Jacqueline Joubert arrive, et ne veut plus de passer Goldorak, elle dit jamais de ma vie, je diffuserai cette chose-là. Alors il est évident que j'ai fait des pays des mains, je ne peux pas faire les détails, et la chaîne a décidé, pour sauver les mœurs, de le diffuser un 3 juillet. Comme ça, le 3 juillet, le film allait passer juillet-août, les enfants sont en vacances, et en septembre, on aurait dit, ça n'a pas eu de succès, on l'enlève de l'antenne. Chance, il a plu pendant le mois de juillet, et donc tous les enfants ont découvert Goldorak. Et là, ça a été une espèce de boom extraordinaire, parce que jamais on avait vu ça, jamais on avait vu ce genre de série à la télévision. Donc, d'une part, des épisodes en 26 minutes, et d'autre part, quelque chose d'aussi pas violent, mais d'aussi actif, et surtout la science-fiction qui passionnait tous les enfants. Si bien qu'au mois de septembre, il y avait des milliers de lettres qui étaient envoyées à Antenne 2, et là, Antenne 2, Jacqueline Joubert, d'où cette criée de grand succès, il a décidé de diffuser. Elle a même racheté encore 22 épisodes. Et alors là, c'était la folie. On a connu la folie Goldorak. Tous les journaux en ont parlé. Les journaux, même les plus intellectuels, comme les nouvelles littéraires, avaient fait au moment de Noël la une, la couverture en mettant l'âne, le bœuf et Goldorak. Et toutes les journaux, aussi bien féminins, Paris Match, toutes faisaient leur couverture avec Goldorak. Ça a été la folie. Voilà un petit peu l'histoire. Alors effectivement, on passait pour des extraterrestres. Pourquoi? Parce qu'avant, il n'y avait jamais eu ce genre de programme. Alors, pourquoi Goldorak a eu tellement de succès? Parce que c'était le seul, c'était la première fois qu'on voyait ça. Et bien évidemment, après, il y a eu tout le monde s'est venu au Japon pour acheter tous les stocks japonais, que les Japonais n'avaient jamais vendus. Et la télévision, les différentes chaînes ont été un petit peu envahies de robots et de transformeurs. Mais Candy et Albator, voire même Sangokai à l'époque, ont posé aussi problème pour des raisons différentes. Albator, c'était plutôt un héros sombre et romantique. Enfin bon, de temps en temps, on le voyait boire de l'alcool. De temps en temps aussi, on voyait des sylvidres à moitié à poil, pour pas dire complètement dénudés. Donc c'est aussi peut-être pour ça qu'on n'a jamais vu les 3 derniers épisodes d'Albator, qui étaient un peu plus sexy et violents. N'oublions pas qu'on parlait de programme jeunesse. Quand même, avec le recul, pensez à cela. Il y a eu la polémique de Goldorak, on va essayer de résumer parce que le temps est trop court pour s'étaler. Pour faire simple, polémique il y a eu aussi. Pourquoi? Parce que les chansons qui sont passées sur Goldorak, interprétées à l'époque par Enrique, bien avant Noah, contrairement aux idées reçues, pendant 3 mois, comportaient le mot race. Et ce mot race, donc c'était des paroles écrites à l'époque par Pierre Deladoé. C'est Pierre Deladoé, voilà. Qui a un moment dans la chanson. Il parlait bien de la race extraterrestre. Donc Goldorak arrive pour défendre notre race. Voilà. Et alors tous les techniciens d'Antenne 2 ont poussé leur frais en disant comment Antenne 2 va diffuser un dessin animé raciste pour les enfants. Tout simplement parce qu'il y a ce mot-là. À quel point on a été obligé de changer la chanson et de faire une nouvelle chanson surtout par Noël. Voilà, c'est-à-dire qu'en plus de la polémique de la violence,
parce que c'était un peu inédit. Imaginez, on venait de sortir de Casimir quand même, L'île aux enfants, un univers arc-en-ciel, bonbons colorés, et tout d'un coup, on débarque, une série débarque, robots samouraïs qui en foutent plein la tronche, etc. L'action, c'était totalement nouveau, quoi. Donc ça a surpris tout le monde, au point qu'il y a eu grève des syndicats à l'époque, etc. Au sein d'Antenne 2, Dorothée, Jacqueline Schubert ne savaient plus quoi faire face à la polémique Goldorak. Et ce qui s'est passé, ces génériques japonais d'Enrique, d'ailleurs, sont jamais sortis finalement en disque suite à cette polémique. On a fait appel à Noam, on doit féliciter Saban d'avoir cru en ce disque d'or, pour interpréter donc cette nouvelle chanson. Et vous remarquerez que les paroles de Goldorak étaient un peu plus adoucies. Il traverse l'univers aussi vite que la lumière, c'était beaucoup plus doux. Et le thème n'avait plus rien à voir avec la version japonaise. Donc ça a plu aux Français, mais ensuite ce sont les Japonais qui n'étaient pas contents. Parce que par contrat, ils se sont rendus compte qu'effectivement, les génériques n'étaient plus semblables à ceux d'Enrique, et ils ont demandé à faire revenir ce genre de générique. Et c'est pour ça que vous avez connu ensuite la version Les Goldies, donc alias Jean-Pierre Savelli, le Peter de Peter et Sloan, parce qu'ils prenaient tous des pseudonymes à l'époque, pour la plupart des chanteurs, et c'est devenu la légende d'Actarus et le prince de l'espace qui ressemblait aux versions d'Enrique. Puis il y a eu Bernard Minet, on va pas faire tout l'historique, Lionel Leroy, le Maricella aussi, qui a interprété Goldorak, sous un pseudonyme lui aussi. Et donc voilà, c'est une histoire invraisemblable. Le jouet Mattel s'était épuisé au niveau des rayons. En boîte de nuit, Jacques et d'autres parfois signaient des contrats jusqu'à pas d'heure, c'est-à-dire que c'était la folie du jamais vu. Phénomène semblable, il y a eu, c'est avec à la limite Pokémon ou Dragon Ball par la suite, et encore tout est relatif. C'était très fort, mais n'oublions pas une chose, aujourd'hui il y a beaucoup plus de chaînes, à l'époque il y avait 3 chaînes. Donc ça veut dire qu'en gros, à l'époque les enfants étaient scotchés pour Goldorak, il y avait 100% d'indice d'écoute. C'est-à-dire qu'en gros, tout le monde regardait Goldorak à ce moment-là, on était obnubilés. Et du coup, vu que notre conférence s'appelle de Goldorak à Évangélion, on peut se demander comment Jacques considère Évangélion. Est-ce que c'est vraiment un prolongement de son œuvre? Est-ce que c'est une nouvelle relève? Est-ce que c'est... Comment on peut voir la nouvelle génération de manga du genre d'Évangélion par rapport à Goldorak? Comment vous le percevez-vous? Continuité de Goldorak, je ne sais pas. Goldorak a ouvert une porte. Il y a eu à cette époque-là, d'ailleurs, 2 portes qui se sont ouvertes, avec l'Odyssée de l'espace, avec Star Wars, où la science-fiction, subitement, a acquis ses lettres de noblesse et est devenu un genre de cinéma très prisé par le public. Et c'est la raison pour laquelle Goldorak aussi a eu ce succès-là, car à cette époque-là, la science-fiction était déjà très à la mode, très prisée par le public. Alors il est bien évident que depuis, comme je disais tout à l'heure, énormément de séries de télévision, de dessins animés japonais ont été achetés, ont été introduits en France et diffusés par toutes les chaînes. Mais je crois qu'effectivement, aujourd'hui, il y a un prolongement de la science-fiction avec les nouvelles séries. Ça a été peut-être ouvert par Goldorak et par Star Wars dans les années 70, mais je crois que c'est la continuation. Et je crois qu'on n'a pas fini, parce que en 78, le robot avait la forme de Goldorak, mais aujourd'hui, on est à l'ère des robots, et des robots beaucoup plus sophistiqués, et dans tous les domaines de la science, de l'industrie de la médecine. Les robots ont envahi notre univers. Il était même question d'un remake de Goldorak il y a encore peu de temps. Ce projet est annulé. Pour résumer aussi, là on parle bien, attention, pas par rapport au Japon, mais par rapport à l'ère des robots en France. Parce qu'au Japon, si on parle de Gundam et de tant d'autres, oui, il y a une matière, diffusion de multiples séries à ce sujet-là. Mais en France, bizarrement, après Goldorak, si on y regarde d'un petit peu plus près, en étant tout à fait honnête, Pat Labor, ça n'a pas pris. Pas spécialement. Heureusement, ils ont ressorti, grâce à l'initiative de Florent et de Pierre Faviès, des épisodes inédits, des épisodes de l'époque. Vous prenez Robotech, ça a quand même été un cas en prime time au milieu des années 80 qui a été significatif sur la 5, qu'on pourrait dire effectivement plus important. Celui-ci a fonctionné, mais finalement, bon, je peux vous citer l'Empire des 5, je peux vous citer Dan Cougar, Toby Cage, on va pas très loin avec tout ça. Ça a été un peu des feux de paille sur l'ensemble des chaînes, et finalement, le plus symbolique depuis Goldorak,
Même Gurren Lagann est plutôt sympa, mais ça c'est encore un autre genre. Mais dans le plongement, disons, de Gainax, les gobos aussi, il y a eu les gobos qui ont généré du jouet, les Transformers, voilà. Mais là encore, les gobos Transformers, si on veut parler vraiment dessin animé japonais entre guillemets à 100%, c'est encore un cas que je mets à part, puisqu'il s'agissait là quand même de séries plutôt américaines, disons, à la base, même si on sait que Toei Animation a travaillé sur Transformers, mais c'est des concepts de jouets. Après, si on veut pinailler, il y a eu La Revanche des Gobos qui est entièrement japonais, mais ça c'est du détail. Mais grosso modo, si on y regarde de près, c'est Evangelion qui depuis 97 a connu sur ces deux points donc un grand succès en France. Il y a des films aussi qui ressortent, mais finalement c'est assez étonnant de voir que hormis Goldorak, effectivement, des Transformers depuis au cinéma, ce genre d'exemple-là, ou encore Robotech, finalement, les séries de robots en 35 ans, 37 ans, n'ont pas tant fonctionné que ça, finalement. Et d'ailleurs, on pourrait aussi demander à nos amis comédiens quel est leur regard sur cette époque, parce que finalement, on est allé dans le passé, et savoir si vous, quand vous avez abordé le doublage de ce genre de dessin animé, si vous aviez un a priori, ou si au contraire, pour vous, les Candy et les Albators, c'est quelque chose de très naturel pour vous. Parce qu'on entend souvent dire dans les comédiens de doublage, ah non mais moi le manga, etc. Mais finalement, tout le monde a un peu croqué dans le croissant, j'ai envie de dire, depuis. Alors, sincèrement, est-ce que, vraiment en toute honnêteté, est-ce que dès le départ, le dessin animé japonais était quelque chose qui vous rebutait suite à la polémique et le survivant Club Dorothée, en vraiment étant tout à fait sincère, ou est-ce que vous n'avez pas du tout eu d'idées reçues à ce sujet avant d'aborder ce genre de doublage, sincèrement? Moi, je n'ai pas eu d'idée reçue a priori, puisque c'est un travail de comédien, que ce soit un manga, que ce soit un dessin animé autre, à partir du moment où il y a un travail de réception, d'écoute, de création, de curiosité. Moi, le manga, je ne connaissais pas, à vrai dire. Moi, je connaissais Candy, moi. Au pays de Candy, c'était plutôt ça mon truc. Et Casimir, bien sûr, parce que je suis de l'époque de Casimir. Le manga, pour moi, c'était nouveau. J'ai vu Goldorak quand j'étais petite, je me rappelle avoir vu Goldorak. Le manga est varié parce que ce que j'aime pas dans les mangas, moi, c'est les mangas où il y a de la bagarre tout le temps. Enfin, c'est moins mon truc. Il y a des mangas beaucoup plus philosophiques, beaucoup plus spirituels, plus psychologiques, avec des personnages plus torturés, avec des messages qui parfois sont universels et qui amènent à réfléchir sur plein de choses. Ça passe par des dessins différents, des énergies et des ambiances différentes, mais j'ai absolument pas d'a priori contre le manga, au contraire. D'ailleurs, Fullmetal Alchemist est un bon exemple de ce genre. Je voulais en parler. Au niveau des bonnes choses dans, je dirais plutôt les animés plus que les mangas, là, pour être précis. Sincèrement, Fullmetal Alchemist que j'ai fait, mais je me souviens plus. La seule chose que je voulais dire, c'est que moi j'étais un peu hermétique au manga quand j'ai commencé à en faire, effectivement, tous ces robots, et puis j'avais pas les codes. Et quand on a les codes, après on trouve ça plutôt assez intéressant. Quand on rentre dans l'univers du manga et qu'on comprend ces codes, là ça devient intéressant et ça va même très loin parfois. Et je me souviens d'Axine aussi que j'avais fait, et je trouvais ça super intéressant, ces gens qui vivent leur vie dans les jeux vidéo pour fuir leur vie réelle. Enfin, voilà. Je trouve que ça allait très très loin finalement, alors qu'au départ, si on ne cherche pas forcément à comprendre, on est un peu hermétique. Moi, c'était mon cas. Et après, j'avoue que j'ai bien aimé faire les mangas. Mais j'ai bien aimé Miyazaki aussi. Très bien comme choix, effectivement. Voilà, on peut les applaudir tous. Donc, on va être obligé de clôturer donc, cette conférence parce qu'on va manquer de temps. On va laisser le mot de la fin peut-être à l'ensemble des participants, s'ils ont un dernier petit mot à dire, parce qu'on a quand même plusieurs générations rassemblées ici, c'est quand même important, c'est quand même rare d'avoir à la fois des créateurs d'anciens dessins animés et des doubleurs de dessins animés plus récents. Donc voilà, donc on va les laisser juste s'exprimer sur leur dernier mot de la fin, on va dire. Vous pouvez nous parler de votre actualité aussi, de projet, peut-être conclure si vous le désirez. Non, je voulais conclure à propos de Goldorak et de toutes ces séries.
Et c'est là où des producteurs comme Jacques ont eu ce nez fin et aussi cette chance à l'époque. Il n'y avait pas beaucoup de médias, il n'y avait pas beaucoup de chaînes. Ils se sont lancés, ils ont tenté quelque chose. Et c'est ce qu'on se disait avec Jacques tout à l'heure, c'est qu'ils ont eu ce nez-là. Et Goldorak est une des rares séries qui a eu en fait plusieurs vies. Et les différents génériques français de Goldorak expliquent et permettent de jalonner ces rediffusions. Et à chaque fois, ça a touché une nouvelle génération. Et à chaque fois, ça a fonctionné. Goldorak a tout de même été diffusé jusqu'en 1997, jusqu'à la chute des droits pour un certain temps. Mais ce programme a une vie extraordinaire. Il a été à l'antenne, je vais préciser parce que j'ai eu la date encore récemment, il a été diffusé dans le Club Dorothée le mercredi matin pendant un direct jusqu'en janvier à peu près 95. Donc ce programme il a une vie très très longue et sur 2 chaînes. Il n'y a pas beaucoup de séries qui ont eu cette chance d'être diffusées sur tant d'années. Et avec le succès qu'on lui connaît et avec tous ces génériques et ces succès de disques qui ont fait démarrer pas mal de chanteurs. Voilà. Et merci à Jacques d'être venu surtout. Merci beaucoup. Oui, merci à Jacques sincèrement. On va tous les applaudir s'il vous plaît. Et on va tous les remercier d'être venus et de nous avoir livré donc tous ces petits secrets et toutes ces histoires autour de leur série. On a autrement de dédicace, ça ou ça a été fait avant, après, je sais pas. Alors, si vous voulez un petit moment de dédicace avant de partir. Vous pouvez venir nous voir au stand de 30 ans et demi, les Cités d'Or. Qui est juste à côté de l'espace. Jacques est présent avec nous. Voilà. Quelques dédicaces, si vous avez quelques questions directes à poser. Et puis, si je puis me permettre, j'en profite pour dire que, comme nous avons sorti le magazine 30 ans et demi, on a fait un dossier Goldorak. Si vous voulez jeter un œil dessus, c'est un magazine pour les grands enfants. Au niveau de l'espace, oui. Merci à tous. Merci pour votre participation.